Peut-être pas. On n'est pas nombreux, voilà, on a un effectif pas très nombreux ce soir, donc n'hésitez pas à ce que ça rend interactif, le plus possible interactif, que ouais, c'est pas un cours de compta et que vous dites à la fin, bon, j'ai rien compris et que c'est encore plus nébuleux à la fin qu'au début. Donc, voilà, c'est des termes que vous ne comprenez pas, si c'est pas clair, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc on est là pour effectivement vous dire un peu toutes les clés. Forcément, l'idée de ce soir, c'est pas forcément parler de choses hyper compliquées, notamment parler de CELARD, de SCI. C'est juste qui aujourd'hui ne fonctionnent pas forcément, c'est juste qu'ils peuvent exister, SPFPL, donc tous ces termes-là un petit peu barbares, ils peuvent exister. Bon, c'est des questions pour en aborder à la fin, mais l'idée du focus, c'est vraiment sur la pratique initiale pour les jeunes autistes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Charles Thiers, j'ai ma soeur et mon frère qui sont chirurgiens dentistes, donc voilà. Donc je suis expert comptable, on est sur 2 sites géographiques, un site à Madeleine, un site sur Hasbrook. On est une quinzaine de personnes ici, une quinzaine sur Hasbrook. Donc notre métier, nous, c'est accompagner des professions médicales, des professions libérales, des entrepreneurs, donc sur toute la partie comptabilité, la partie fiscalité, et également en interne, des personnes qui gèrent tout ce qui est fiche de paye. Donc demain, s'il y a des clients qui commencent à embaucher des salariés, comme ça, on est capable de les accompagner sur la partie travail, fiche de paye. Donc là, ça c'est également pas un sujet pour vous aujourd'hui. En tout cas, on est capable d'accompagner dessus. L'objectif, c'est de pouvoir effectivement démystifier un peu le sujet de la comptabilité, essayer qu'à la fin de la conférence, vous dire ben, c'est pas si compliqué que ça, et en fait, que tout le monde peut réussir à avoir les premiers rudiments. Donc il va y avoir différents items, différents types de modes d'exercice, les régimes d'imposition, donc les différentes charges possibles, checklist avant de commencer, et on ira conclure. Donc différents modes d'exercice, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc il y a le remplacement libéral, après c'est bien le support, ceux qui ont mis un mail, je pourrais leur envoyer, il n'y a pas de copyright, donc diffuser l'infini. Collaborateur libéral ou collaborateur salarié. Forcément, ce qui va le plus nous intéresser ce soir, c'est toute la partie remplacement libéral et collaborateur. Forcément, collaborateur salarié, il n'y a pas de comptabilité à proprement parler à tenir. C'est qu'en fait, vous avez une fiche de paye qui vous rémunère. Alors que dans les 2 premiers cas de figure, ce n'est pas une fiche de paye que vous avez à la fin du mois. Il y a tout un sujet, effectivement, de se dire voilà, je reçois une rétro où j'encaisse des recettes. J'ai différentes dépenses à payer et ensuite je peux me verser un salaire de mon compte pro vers un compte perso. Jusque là ça va, j'ai perdu personne. Bonjour, excusez-moi. Bonsoir. N'hésitez pas à faire un petit autographe sur la feuille. On a quasiment fini. Non, je rigole. Il est là. On vient de commencer. Bon, il ne reste plus qu'une chaise, donc. Effectivement, l'idée c'était de se dire, l'objectif de l'intervention de ce soir, c'est de démystifier la comptabilité, et donc à la fin de l'intervention, de vous dire voilà, je commence à comprendre un peu ce que c'est la compta, et surtout n'hésitez pas à interrompre, à poser des questions, ou des cas pratiques que vous avez vus et qui ne vous semblent pas clairs. Donc, ce que je disais, donc, il y a 3 modes d'exercice. Le remplacement, le collaborateur et le collaborateur salarié. Et donc, je me répète, collaborateur salarié, c'est pas le sujet du soir, sachant que là-dessus, vous avez une fiche de paye qui vous est communiquée par votre praticien, il verse un montant net de rémunération, comme un salarié classique, il n'y a pas de notion de dépenses, de prothèses, de formation, c'est le cas le plus simple. Alors que les 2 premiers cas de figure, effectivement, il y a une notion de recette ou de rétrocession que vous encaissez sur votre compte professionnel, sur lequel il y a des charges sociales à payer, on verra après quelles sont les charges, des dépenses à payer, et ensuite vous pouvez verser un montant de votre compte pro vers le compte perso. Forcément, j'en fais une porte ouverte aussi, mais sur les 2 premiers points, je vous invite fortement, même plus une invitation, à avoir un compte professionnel différent de votre compte personnel. Le compte personnel sur lequel
vous payez votre vie privée, votre loyer, votre voiture, ainsi de suite, alors que sur le compte professionnel, n'interviennent que des recettes professionnelles et que des dépenses professionnelles. Je vais bien dire compte pro, dépenses pro, compte perso, dépenses perso. C'est plus simple pour vous de vous y retrouver et plus simple pour nous après pour gérer la comptabilité. Donc, quand on est sur une partie libérale, donc il y a deux régimes d'imposition. Donc, il y a soit ce qu'on appelle le régime BNC, micro-BNC, pardon. Donc là, c'est un régime au forfait. Ou le deuxième cas de figure, c'est la déclaration 2035. L'idée, pareil, je n'ai pas mettre trop matériel dessus, c'est juste que vous ayez en tête les deux grands régimes d'imposition qui existent, sachant que, en fait, quand vous commencez à travailler, vous-même et moi-même, je suis incapable de vous dire sur quel régime il faut être, soit sur le micro-BNC ou sur la déclaration contrôlée. Donc, en fait, voilà, vous commencez à travailler sur la partie libérale, on va dire début novembre. Novembre, décembre, vous encaissez sur le compte pro les recettes. Vous payez sur le compte pro les différentes dépenses liées au compte pro, prothèse, le cas échéant, formation, achat de matériel, tout ce qui concerne le compte pro. Et en fin d'année, plutôt concrètement en début d'année prochaine, janvier-février 2024, nous on fait le point sur la comptabilité, on reprend l'ensemble de vos recettes, l'ensemble de vos dépenses, et on fait l'estimation et on regarde ce qui est plus intéressant entre ce régime-là ou ce régime-là. Donc en fait, aujourd'hui, personne n'est capable de dire quel est le meilleur régime tout de suite. Forcément, sur le premier régime, il y a des limites de recettes. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes déjà sur des gros niveaux de recettes, sûrement ce régime-là ne sera pas possible. Mais c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de choisir à votre inscription au niveau de l'URSSAF sur quel régime vous êtes. Vous travaillez toute l'année, et ensuite, début d'année suivante, vous allez voir la personne qui s'occupe de la partie expertise comptable, et on fait le point ensemble, disant là, si vous êtes en régime micro-BNC, combien vous allez devoir déclarer aux impôts et aux charges sociales, et si vous êtes au régime réel, combien vous allez payer d'impôts et de charges sociales. Forcément, on prend un régime le plus avantageux pour vous. Et chaque année, on peut switcher d'un régime à l'autre. Plutôt clair ou... Voilà. Pas de choix en fait, pas de panique, il n'y a pas de choix à faire maintenant. Ensuite, donc, je reviens peut-être juste, je fais un petit retour en arrière. Donc, micro-BNC, le principe, c'est vrai qu'il n'y a qu'un niveau de recette qui nous intéresse. En fait, toutes les charges que vous avez, l'État ne les déduit pas, il vient appliquer ce qu'on appelle un abattement. En fait, le micro-BNC, pour faire un parallèle, c'est un peu comme la micro-entreprise. Alors que le régime réel, 2035, on vient déduire les charges au réel. Donc, quels sont les différents types de charges qui sont considérées comme qu'on peut déduire des recettes? Bonjour, bienvenue. Merci. Merci, une chaise là. Hop là. Merci. Désolé, c'était un peu la course. Si. Merci. Hop là. Donc, sur les charges, donc, quelles sont les charges qu'on peut déduire des recettes? Souvent on me dit, est-ce que je peux déduire des lunettes, est-ce que je peux déduire telle chose? En fait, il n'existe pas une liste à l'après-vert au niveau des impôts qui nous disent quels sont les types de charges qu'on peut déduire de la partie charge dentiste. En gros, c'est la logique. On verra après. Donc, toutes les charges qu'on peut déduire, c'est du matériel que vous avez besoin, spécifique à votre activité. Ce sont des formations. Les formations, c'est un DU, les frais de déplacement, les restaurants pour aller en formation, le train, ainsi de suite. Ensuite, on peut déduire également tout ce qui est déplacement pour aller de chez soi au cabinet, pour aller de chez soi en formation. Donc ça, c'est l'ensemble des frais de déplacement qu'on peut déduire. Effectivement, il y a deux possibilités. Il y a soit les frais kilométriques ou les frais réels. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des questions après, mais c'est qu'en gros, on peut déduire des frais liés au véhicule, des frais de déplacement
Voilà, vous êtes au restaurant avec des collègues à midi, vous allez voir un fournisseur, voilà, tous ces frais-là peuvent être déduits de la partie charge. Et également les charges sociales. Les charges sociales sont des charges qui sont obligatoires pour une première partie, donc c'est l'URSSAF, c'est toute la partie maladie, et la CARCHADAN, qui est toute la partie retraite. Et après, les charges sociales facultatives sont les charges que chacun prend en fonction de ses souhaits, qui sont la mutuelle. La mutuelle, tout le monde sait ce que c'est, ou je rappelle? C'est bon, mutuelle, c'est tout ce qui est les yeux, les dents, c'est complémentaire santé. La prévoyance, c'est que si demain vous avez un arrêt de travail longue durée ou le pire des cas, vous ne pouvez plus travailler, la prévoyance, c'est une assurance qui va vous verser une indemnité qui prendra le relais de votre rémunération. Et après, il y a également une partie retraite qu'on peut souscrire en plus du régime obligatoire. Voilà un petit peu là, ce qui est autorisé et non autorisé comme charge. Donc finalement, on peut se poser la question de ce qui est possible de faire. Le cas, j'ai souvent, voilà, on me dit ah, j'achète des lunettes, pour la vue dans une boutique de Lille, 500 €, cette pareil, est-ce qu'elle est considérée comme une charge au niveau professionnel? En gros, la question, est-ce que ces lunettes-là, elles sont uniquement pour votre activité de chirurgien dentiste ou est-ce qu'elles servent aussi dans la vie de tous les jours? En général, la réponse qu'on m'apporte, c'est qu'elles servent aussi dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Donc, logiquement, ces lunettes-là ne sont pas considérées comme une charge professionnelle. Pareil, tout ce qui est frais d'alignement, je ne sais pas, vous devez acheter votre plus beau costume pour votre plus belle tenue de gala pour votre thèse. Bah, pareil, logiquement, ces tenues-là sont des tenues civiles, donc pour la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui me dit que cette tenue-là, elle est utilisée pas pour un mariage, je sais pas ça. Donc, pareil, dans la théorie, ces dépenses-là ne sont pas des dépenses liées à l'activité pro. Bon, après, forcément, le restaurant pour les vacances, la chiffonne du conjoint ou de la conjointe, vous comprendrez que ce n'est pas une charge déductible. L'abonnement à Canal+, Netflix, ce que vous voulez, à première vue, c'est pas du pro. Et forcément, des travaux chez soi, si vous faites votre peinture de votre salon, j'arrive pas trop à voir le lien logique entre la partie activité pro. Donc, ce qui est autorisé, effectivement, ce qu'on va dire l'effet kilométrique ou un véhicule en crédit bail. Par exemple, si vous deviez vous équiper d'un véhicule, si vous prenez un leasing sur un véhicule, le loyer du véhicule peut être pris en charge partiellement dans votre activité professionnelle, y compris le carburant, y compris l'assurance, les réparations. J'ai dit partiellement parce que si, mettons, on va considérer d'un leasing, je sais pas, 500 € par mois, et que vous utilisez ce véhicule à 80% pour le boulot, à 20% pour le perso, forcément on pourra déduire que 80% des 500 €, ce qui paraît assez cohérent. Donc, note de frais, resto, forfait téléphonique, frais de formation, frais de déplacement, mutuelle, prévoyance. Après voilà, les autres dépenses, vous devez acheter un nouveau PC, on peut considérer que c'est comme un usage pro. Un nouveau téléphone, on peut considérer que c'est un usage pro. Après, dans certaines spécialités, par exemple, appareil photo, à toutes ces choses-là, se dire, est-ce que, par exemple, pour le boulot, on peut, dans ce cas-là, passer sur la partie frais professionnels. Pour passer une dépense en frais professionnels, il faut bien qu'il y ait une facture au nom de votre activité et à l'adresse du siège de votre numéro SIREN, numéro URSSAF. C'est-à-dire que si votre activité est hébergée chez votre praticien et que la facture est à votre nom mais à l'adresse de votre domicile, d'un point de vue purement fiscal, cette facture-là, entre guillemets, le jugement n'est pas considéré comme une charge. Le risque, attention, vous ne finirez pas en prison, je vous rassure, mais le risque, c'est que si demain il y a un contrôle fiscal, c'est que demain, l'inspecteur pourrait dire, attendez, cette facture-là, l'adresse n'est pas bonne, il pourrait venir annuler la dépense. Je vous conseille, c'est un peu la théorie, parce que avant que vous ayez un contrôle fiscal dans vos activités de démarrage, ils vont quand même voir des activités dans lesquelles il y a des salariés et un nombre d'activités. Je ne dis pas dans nos activités de démarrage qu'il n'y a pas d'activité, mais bon, ils ne vont pas dépasser un contrôle fiscal juste pour contrôler une activité dans laquelle il y a plus de monde. Mais en tout cas, bien avoir en tête, une dépense pro, c'est une facture, donc une envoyée du forme, et à l'adresse du numéro URSSAF. Forcément, ce n'est pas le ticket de carte de ticket de CV, c'est bien une facture envoyée du forme. Mais du coup, au restaurant, par exemple, je vous demande une facture.
En fait, au restaurant, vous demandez la facturette. Ok, le ticket de cerveau de carte bleue ne fonctionne pas. Par contre, c'est une facturette, donc un petit ticket. Et quand c'est supérieur à 150 €, comme déjà dit, logiquement, la règle, c'est qu'il y aura une facture en bonne et due forme avec votre adresse de professionnel. C'est la théorie. Dans la pratique, déjà, des restos supérieurs à 150 €, c'est quand même pas tous les jours, de ce que je vois. Et après, je suis pas sûr que tous les clients qu'on accompagne aient forcément une facture quand ça dépasse 150 €. En tout cas, sur des restos inférieurs à 150 €, la petite ticket de caisse que le restaurateur vous sort, c'est suffisant. Juste la TVA dessus, en fait, enfin, c'est vraiment un ticket. Oui, tout à fait. Reçu, une note de frais, voilà. Ouais. Quand je mange le midi au restaurant, voilà, je me mets un reçu, effectivement, sur le montant, un repas, deux repas, montant CC, le montant de la TVA. Pour la TVA, il n'y a pas je ne parle pas de TVA, parce que pour vous, il n'y a pas de sujet de TVA. Effectivement, c'est bien ce genre de ticket. Donc forcément, bien, si c'est un resto pro, bien le payer avec la carte bleue pro. Si c'est un resto perso, bien le payer avec la carte bleue perso. Sur la partie dépenses, c'est clair pour tout le monde? Ensuite, donc, tout ce qui est donc les charges sociales et les impôts, c'est des choses souvent qui vous font un petit peu peur, parce que voilà, c'est des choses parfois un petit peu sur lesquelles vous avez moins de connaissances. Si effectivement j'ai un petit retour en arrière, quand vous avez une fiche de paye, entre guillemets, pour vous c'est hyper confortable au démarrage, parce que toute la partie charge sociale, bah, vous ne voyez pas, c'est transparent, c'est le praticien qui les paye entre guillemets pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur les fiches de paye, vous regardez le montant que vous avez sur votre compte bancaire et le montant que ça a coûté au praticien. Je ne sais pas si certains ont déjà regardé un petit peu ces chiffres-là ou pas. Pas vraiment, en gros, c'est un rapport de 1 à 2. Si vous avez une paye de, on va dire, 2 000 € net, vous allez coûter 4 000 € à la structure. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même 2 000 € qu'on est servi de charge sociale. Tout à l'heure, on verra un petit peu le montant de charges sociales et d'impôts sur le revenu que vous pouvez payer. Certains me disent ah, c'est énorme. En fait, c'est énorme parce que vous vous rendez compte combien vous payez. Alors qu'en salariat, c'est un montant net qui vous arrive. Donc, comme à tout le monde, les fiches de paye, ce n'est pas forcément les monts le plus important. Ce qu'on regarde, c'est ce qui arrive au compte bancaire perso. Mais quand on fait le coût global pour la structure, c'est quasiment un rapport de 1 à 2. Ça, c'est quand on est salarié. Donc, URSSAF, la carte chez donc c'est la partie retraite obligatoire. Et ensuite, l'impôt sur le revenu. Deux points importants. Voilà, je pense que je ne sais pas si. En tout cas, sur cette anecdote-là, ou des jeunes praticiens, chirurgiens dentistes ou d'autres activités médicales, quand ils s'installent, voilà, ils ont parfois des revenus rapidement assez confortables. Mais en fait, ils oublient une chose, c'est qu'ils parfois ils confondent recettes et bénéfices. Je ne sais pas si la différence entre deux vous parle, ou je vous fais un petit retour là-dessus. Peut-être. Donc les recettes, c'est ce que les patients vous payent pour l'acte que vous avez fait. Et le bénéfice. Pardon. Oui. Troisième étage. Recettes, c'est les rentrées sur le compte bancaire. Et le bénéfice, c'est les recettes moins les différentes dépenses que vous avez. Donc là, on a quasiment plus de la moitié qui part en charge divers et variés. Donc forcément, quand vous commencez à démarrer, les charges, on verra juste après, mais les charges sociales et l'impôt sur le revenu sont au départ très faibles. Certains me disent ah super, j'ai mon compte bancaire pro qui est relativement bien alimenté, j'ai commencé à faire un leasing pour une voiture à 1 000 € par mois, j'ai commencé à faire ça. Ça veut dire attention, hein, il y a un décalage important de 2 ans entre le moment où vous commencez à travailler et le moment où vous allez payer vos charges sociales et votre impôt sur le revenu au montant réel. Donc vraiment, un point de vigilance par rapport à ça. Bonjour. Petite chaise. Même une grande. Bon, nickel, je suis arrivé maintenant. Merci. Hop là. C'est gentil. Ça, c'est vraiment le point
point de vigilance sur cette partie-là. Donc, comme je le rappelais, il existe toujours un décalage entre le bénéfice déclaré et le paiement des cotisations. C'est quasiment 2 années. Pour avoir un ordre de grandeur entre combien vous devez laisser sur le compte pro et combien vous devez vous verser, en gros, la règle, c'est 50% des recettes nettes. Recettes nettes, c'est les recettes, moins la rétro, moins les frais de prothèse. Après, il peut y avoir des cas d'exception. Parfois, j'ai des gens, des praticiens, qui au début ont peu de recettes et des formations très importantes. Alors forcément, si vous avez des grosses formations ou des gros DU, déduisez également la formation pour avoir les 50% pour savoir du montant que vous versez du compte pro vers le compte perso. Et effectivement, le solde peut vous paraître important au départ, mais vous allez avoir une régularisation de charges sociales et d'impôts sur revenus dans les années qui viennent. Ça, c'est vraiment. Il y a un truc à retenir ce soir, c'est ça. Tout le reste, peut-être qu'on s'en fout, mais. Sans rentrer en détail des chiffres, parce que le but, voilà, c'est pas vous assommer de chiffres, et c'est-à-dire, voilà, je considère qu'un praticien déclare un bénéfice, pas des recettes, de 70 000 € par an. Je considère, par exemple, sur les 4 années, il a le même montant. C'est un cas un peu hypothétique, mais peu importe. C'est-à-dire que première année, il va payer 7 000 de charges sociales, pas d'impôt sur le revenu. 7 000, 20 000, 44 000 € en année 3. C'est-à-dire que s'il a tout cramé en année 1, en année 2, il faut qu'il sorte 15 000 € de plus par rapport à l'année 1. Et l'année 3, en gros, s'il a tout cramé, il peut avoir son banquier pour faire un emprunt. Bon, je résume, et donc, on arrive sur l'année 4, là, 23 800, qui est le rythme de croisière. Donc, le but, c'est pas de vous faire le calcul tous les chiffres derrière, mais c'est bien comprendre qu'il y a un décalage important et qu'il faut absolument laisser 50% des recettes nettes sur votre compte pro. Et d'où l'intérêt d'avoir un compte pro dissocié du compte perso. Comme ça, ça permet de mettre en réserve le compte pro et d'avoir sur le compte perso vraiment que le vrai salaire qui vous appartient. Forcément, c'est tentant. Si sur le compte pro il y a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 € de cash, je vais dire, je vais reprendre 5 000 € pour des vacances ou que sais-je. En fait, non. Cet argent-là vous appartient aujourd'hui, mais en vrai, vous allez devoir le reverser plus tard à l'URSSAF, à la CAF Chenan et à l'État. Petit exemple là, pour les 50%. Voilà, jeune dentiste, pas un jeune, mais plus ou moins guéri, qui encaisse 200 000 € de recettes par an. Ses produits de laboratoire s'élèvent à 30 000. Il reverse à ce praticien, ils sont mis d'accord, 50% des recettes sous déduction des prothèses. Donc 200 000 € de recettes, moins 30 000 € de prothèses. Il reverse 50%, donc il reverse 85 000 € à son praticien, et donc il lui reste 85 000 €. Et sur ces 85 000 €, il peut se verser en rémunération 42 500 €, sur une année, et les autres 42 500 € serviront à payer ses charges sociales et sa partie impôt sur revenu. Forcément, le calcul que je fais ici, c'est un calcul générique. Après, chacun, à titre personnel, a son impôt sur revenu qui est différent en fonction de ses situations personnelles, de son foyer fiscal. Et l'idée, c'est d'avoir un chiffre en tête, 50% des recettes nettes que vous pouvez appréhender à titre personnel. Je vous lance une histoire de frais de formation. Demain, j'ai une personne qui va faire un DU en Corse, autre part, qui a des gros coûts d'inscription en formation, qui a des gros coûts de frais de déplacement. Forcément, il faut les déduire des 50% pour bien avoir la partie salaire net. Si c'est des petites formations, ne les déduisez pas, mais si c'est des grosses formations, désolé. Et si le DU ou la formation en question elle se paye en plusieurs fois, parce qu'on met le montant total, on considère le montant total pour se verser les 50%. Oui, en fait, sinon la formation, vous allez dire que vous avez 3 fois 1 000 €, Oui, 3 000, en fait là je vous donne bien sur 12 mois, donc vous disiez bien 3 000 € et duquel vous pouvez reprendre 50%. Donc il y a des DU qui sont sur 2 ans ou à cheval sur 2 exercices. Là on raisonne bien, j'ai pas précisé, mais c'est une bonne question, sur l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Premier point.
Et finalement, deuxième point sur lequel je n'ai pas rappelé, on raisonne sur ce qui est encaissé, décaissé. C'est-à-dire que, mettons, et c'est peut-être moins le cas, mais vous faites une formation, vous versez des chèques d'acompte, et les chèques d'acompte, mettons, de 2000 €, il était au mois de décembre 2023, mais encaissé qu'en janvier 2024, il va concerner la comptabilité de janvier 2024. Donc c'est bien ce qui est arrivé sur le compte bancaire entre le 1er janvier et le 30 décembre, et bien ce qui est parti du compte bancaire entre le 1er janvier et le 30 décembre. Effectivement, je le rappelle, qui traite un peu rondement, mais le solde, ce qui restera sur le compte bancaire pro, servira à payer les autres dépenses et la partie charge sociale et la partie impôt sur le revenu. D'expérience, c'est bien. Si vous faites moins de 50, vous pouvez vous mettre en risque. Après, ça dépend, mais en tout cas, c'est pour le vraiment global. Voilà, petite checklist avant de commencer à vous installer. Donc, formalité ordinale, forcément, il faut aller à l'ordre. Le conventionnement et l'affiliation auprès de la CPM. Immatriculation auprès du CFE, c'est pour avoir votre numéro URSSAF et votre numéro SIRET. Avec ce numéro-là, vous pouvez créer ensuite un compte pro. L'inscription à la CARCHE, donc la partie caisse de retraite. Forcément, souscription d'une assurance RC, c'est quand même mieux si vous avez un pépin avec un patient. Donc mutuelle santé prévoyance, ça c'est du facultatif, même si il y a un sujet quand même sur la partie prévoyance. J'insiste quand même, c'est quand même important de savoir vous là-dessus, au moins de savoir ce qui existe. Et toujours pareil, ça dépend également de votre situation personnelle par rapport à ça. Et ensuite, ouverture d'un compte bancaire pro pour bien dissocier la partie pro de la partie personnelle. Donc, conclusion. Donc, effectivement, on a vu, quand je dis vous devez, c'est plutôt avec l'expert comptable, se dire est-ce que vous avez plutôt des intérêts en micro ou en déclaration de en micro ou en déclaration réelle. On a vu le décalage de l'agent des charges sociales et également de la partie impôt sur le revenu. Attention, impôt sur le revenu, je reviens dessus. Aujourd'hui, on est passé au prélèvement à la source au niveau de l'impôt sur le revenu. C'est vrai. Et en fait, dessus, ça crée une confusion pour les praticiens comme vous. Parce qu'en fait, quand aujourd'hui on paye son impôt sur le revenu, là, en novembre 2023, on le paye sur la base des revenus 2022. 2022, je vais faire simple, vous avez gagné 0. 2023, vous commencez à gagner votre vie. Les impôts ne sont pas au courant de combien vous avez gagné en 2023. Donc si vous ne faites rien, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en mai 2024, le montant de votre bénéfice va être déclaré aux impôts. Et en septembre 2024, vous allez commencer à payer les vrais montants. C'est-à-dire que 2023, vous aurez payé peu ou pas d'impôt sur le revenu. De janvier à fin août, vous aurez payé quasiment pas d'impôt sur le revenu. Et à partir de septembre, ça va commencer à tabaisser. Donc attention, quand on parle du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, pour des gens en libéral, il y a toujours un décalage. En fait, les impôts ne connaissent pas les revenus 2023, ils connaissent que les revenus 2022. Donc bien attention de ne pas, parce que pas les gens qui me demandent c'est bon, moi je suis prélèvement à la source, tout ça. En fait, non. Bien voir ce qui est renseigné au niveau de votre compte impôt.gouv. Voilà ce que j'allais vous dire ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis allé trop vite? Il faut rebondir. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous avez voulu aborder? Est-ce que je vous ai perdu ou pas? Donc, en tout cas, à retenir, 50% des recettes nettes, ça c'est votre rémunération que vous versez du compte pro au compte perso, et le reste, vous laissez au compte pro pour faire face aux différentes dépenses qui n'interviennent pas forcément tout de suite, mais on a vu avec un décalage quasiment de 2 années. Voilà un petit peu. Je n'ai pas voulu vous abreuver de chiffres ou de termes techniques. Donc, concernant les frais de véhicule, oui. par exemple, dans le cas où certaines personnes font des leasing, j'ai vu que certaines personnes disaient qu'on pouvait déduire le loyer sur certaines formes de régime, en BNC
ou en CELAR par exemple, est-ce qu'on peut les déduire dans tous les cas Non. ou seulement sur certaines formes de... Donc effectivement, comme je l'ai dit, en fait, le micro BNC, on va uniquement déclarer à l'impôt vos recettes que vous avez encaissées, et ensuite les impôts nous auront un pourcentage de déduction. En fait, les charges sont au forfait. Donc si vous avez un leasing en micro BNC, en gros les charges ne sont pas déduites. D'accord. Alors que si effectivement vous êtes en déclaration contrôlée, une déclaration réelle, ou en CA, parce qu'en CA on est forcément en déclaration réelle, parce qu'effectivement le leasing, on le déduit du montant des recettes, avec deux points de vigilance. C'est que le leasing, on le déduit que pour la quote-part de la partie pro. Donc, tout à l'heure, je dis leasing 500 €, 80% pro, 20% perso. Premier point. Et après, deuxième point, si on est un peu plus technique, c'est qu'en fait, en fonction du véhicule que vous avez, au plus le véhicule est polluant, il y a une quote-part du montant du leasing qui ne sera pas déductible de la base de l'impôt. Je n'ai pas entendu dire que c'est un peu technique. En tout cas, attention, pas se dire 100% de mon véhicule, 100% de mon loyer est déductible des impôts. Il y a une partie qui n'est pas déductible pour la partie quote-part perso et une partie parce que l'État nous dit si c'est un véhicule plus ou moins polluant, une partie n'est pas déductible, ce qu'on appelle l'amortissement excédentaire. Du coup, dans le cas où on veut plus déduire les frais de carburant kilométriques, seulement pour ça c'est mieux d'être en VNC, et dans le cas où on veut déduire des loyers, plus en déclaration contrôlée. Même si ça dépend pas que de ça, de choisir. Attendez, recommencer, j'ai pas. Dans le cas où on a déjà un véhicule par exemple et qu'on veut déduire plutôt des frais de carburant, des frais kilométriques, c'est mieux d'être plutôt en VNC. Et si on veut déduire un loyer, plutôt en déclaration contrôlée. Si on se base seulement sur ça, micro BNC en tous les cas, votre véhicule, en fait, je m'en fous, on peut rien déduire. Donc que vous soyez en frais réels ou en frais kilométriques, votre micro BNC, votre véhicule, je fais simple, je m'en fous. Donc en fait, il n'y a que dans la partie déclaration contrôlée, on appelle déclaration réelle, où là, on peut déduire au réel le leasing. Voilà. Ça marche que pour le leasing ou ça marche aussi pour un achat de véhicule sans leasing? Si vous achetez votre véhicule, qu'on soit en leasing ou en achat pur, ou soit achat comptant ou achat sans emprunt, pareil, on déduit une quote-part de l'achat. Donc là, je ne suis pas rentré dans le détail, mais forcément, cette dépense-là, on ne va pas la déduire sur une année. Acheter un véhicule à 30 000 €, par exemple, plus ou moins, peu importe, on ne déduit pas 30 000 € en charge. C'est ce qu'on appelle un investissement, durée de vie supérieure à une année, supérieure à 500 €. Dans ce cas-là, on va passer une partie chaque année. Vous auriez. Vous auriez une autre idée? Par exemple, un véhicule à 30 000 €, vous déduisez sur combien d'années? 5 années. Ça dépend si c'est un véhicule neuf ou d'occasion. Un véhicule neuf, en général, 5 années. C'est un véhicule d'occasion, plutôt 3 ans. Après, en fait, pareil, il n'y a pas une règle officielle qui dit c'est 3 années, 5 années. Okay. Bon, forcément, un véhicule neuf, on peut le faire sur 15 ans. Quoi, donc, c'est un peu leur demandeur. 5 années pour un véhicule neuf, quand on est sur de l'achat pur. Quand c'est le leasing, là, c'est le loyer qui passe. Et quand c'est un véhicule d'occasion, plutôt 3 ans. Et pareil, même topo, si c'est un véhicule on va dire neuf qu'on achète, on va également regarder la quote-part pro et la quote-part perso de kilomètres. Tout ce que je vous ai dit avant, ça reste la même chose pour quel que soit le mode d'acquisition du véhicule. Et si c'est un véhicule personnel, il y a des indemnités kilométriques qui peuvent être déduites. Tout à fait. Donc là, c'est en déclaration contrôlée. Okay. Donc, soit effectivement le véhicule, les charges passent dans la déclaration pro, ou sinon c'est des frais kilométriques. Donc là, effectivement, il faut faire les deux calculs pour voir ce qui est plus avantageux entre les frais kilométriques ou les frais réels. Et en société, est-ce que la déduction est la même? C'est en BNC au réel ou en CEL? Non, donc en fait en CELAR, sans rentrer dans le détail, c'est que quand on est en BNC, on peut déduire les kilomètres de chez soi à son lieu de travail, alors qu'en CELAR, on ne peut pas déduire les kilomètres de chez soi au lieu de travail. On peut déduire que les kilomètres du lieu de travail à une formation, à voir un fournisseur. Pourquoi? C'est un mot très simple, c'est que quand on BNC, 100% de votre bénéfice est déclaré aux impôts, alors que quand on est en CELAR, il n'y a que 90% qui est imposé. C'est les 10% de l'avenir. Il y a des frais qui sont. Sachez pas, pour vous aujourd'hui, la CELAR, ce n'est pas forcément le sujet numéro 1, donc cette question va de côté. Super, bon, s'il n'y a plus de questions, je propose de boire un petit verre pour ceux qui ont le temps.